Il était venu nous présenter Une chance de trop il y a quelques années avec son équipe. Voilà, et donc là, pendant 20 minutes, il va vous parler de sa vision du courage et de son parcours. Merci Formidable. Sydney. Avec plaisir, avec plaisir. Bonjour, 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 bonjour. Bon, merci Marie déjà de m'avoir présenté. C'est marrant parce que le jour où Marie m'a dit ça serait sympa que tu montes sur scène, Ciné, pour nous parler de ta vision du courage, la première chose que je me suis posée comme question, c'est est-ce que je suis vraiment courageux? Donc je me suis dit, c'est quoi le courage pour moi? Si je fais une petite métaphore, c'est quand on se jette à l'eau, c'est qu'à partir du moment où on se rend compte que l'eau est froide, qu'on se dit putain, t'es courageux mon grand garçon. Donc moi au final, j'ai pas été forcément courageux, je me suis juste jeté à l'eau. Par contre, à partir du moment où j'ai pris conscience de ce que je faisais, là je me suis dit, il va falloir tenir. Et tenir, où est-ce que tu vas chercher un peu cette motivation pour tenir, Sydney? Honnêtement, la réponse, je ne l'ai pas. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en fait, moi, le courage, je le puise chez les autres. Je le puise parce que, au final, quand tu te rends compte qu'il y a pas mal de gens qui comptent sur toi et qui ont confiance en toi, eh bien, en fait, tu fais tout pour respecter cette confiance. Et c'est là qu'il faut être courageux, parce qu'en fait, dans ce genre de situation, il y a 1 million de bonnes raisons de tout arrêter. Donc après, je me suis dit, au niveau du courage, où est-ce que j'ai pu le puiser? La réponse, elle est assez simple et elle est assez touchante. Au final, je pense que le courage, moi, je l'ai puisé dans mon parcours et auprès de ma maman. Je vais juste vous faire un rapide compte-rendu de ce qui m'a permis aujourd'hui d'être fier de porter ce titre de producteur. Moi, aujourd'hui, j'ai 34 ans. J'ai 34 ans. Il y a quelques années, je vivais à Toulouse avec mes 4 frères et sœurs. Voilà, je suis plus petit d'une famille de 4 enfants. Et on avait une vie géniale, juste génialissime. Sauf qu'en fait, il s'avère que dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, on le sait tous, c'est pas tous les jours facile. Et en l'occurrence, pour ma maman, la vie n'était pas forcément facile. Mais elle s'est jamais plainte. Elle s'est jamais plainte parce que ce qu'elle voulait, c'était notre bonheur. Moi, j'avais juste une chance incroyable qui aujourd'hui peut être un peu critiquée, c'est que j'avais la télé dans ma chambre. Donc je passais ma vie à regarder la télé. C'était un peu un hublot sur le monde et ça me permettait moi de voyager. Et en fait, je passais ma vie à regarder la télé. Et un jour, je me suis dit, au final, je parle couramment télé. Vas-y, viens, j'essaye de travailler dans ce domaine. Puis au départ, je me suis trompé. Moi, c'est simple, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, je me suis jeté à l'eau. Je suis monté à Paris en 2003, sans savoir exactement ce que j'allais faire. J'ai cru que j'allais être comédien, j'ai cru que j'allais être animateur télé, j'ai cru que j'allais être scénariste. La seule chose que je savais, c'est que j'avais envie de raconter des histoires. J'avais envie de raconter des histoires parce qu'en fait, j'adorais, moi, écouter des histoires. Et là, je me suis dit, mon grand garçon, tu sors de nulle part, tu n'as pas fait d'études dans ce domaine. Ok, comment tu fais pour y rentrer? Et puis après, ça s'est fait par une succession de rencontres et de confiance. Comme je vous le disais, moi, le courage, je le trouve dans la confiance aux autres. La première personne qui m'a permis d'avoir le courage d'accepter que potentiellement je pouvais faire mon trou dans ce domaine professionnel, c'est un animateur que certains peuvent connaître en France qui s'appelle Emmanuel Chin. Emmanuel Chin, là je peux employer le terme courage, j'ai eu le courage juste d'aller l'aborder et de lui dire que, voilà, du haut de mes... j'avais 20 ans à l'époque, du haut de mes 20 ans, je lui ai dit, voilà, moi je vais faire de la télévision. Il m'a dit, mon grand garçon, on ne dit pas aux gens je vais faire de la télévision. On dit je vais faire quelque chose à la télévision. Donc reviens me voir avec un vrai projet professionnel et je prendrai le temps de t'écouter. Et bien là, je me suis dit, c'est pas à qui il parlait. J'avais 3 jours sur Paris et je me suis dit, ok, comment je peux faire? Je me suis dit, moi finalement, je suis un tchatcheur et j'aime bien les gens, j'aime bien les rencontres. Et j'ai tout fait pour essayer de mettre en application ce qui, moi, je considérais me caractériser. Et bien, je me suis dit, en fait, moi je peux faire hôte d'accueil. Je peux accueillir les gens, je peux les mettre à l'aise, Et donc je me suis renseigné et j'ai très vite compris qu'en fait, ce genre de société embauchait des hôtes d'accueil et en gros des gens qui étaient un peu l'image de la société.
Mais au lieu d'aller voir Emmanuel Chen et lui dire embauche-moi en tant qu'hôte d'accueil, j'ai fait autre chose. Je suis allé voir la société prestataire de services qu'il utilisait. Je leur ai dit mettez mon CV en haut de la pile, envoyez-le à Emmanuel Chat et vous allez voir que vous aurez le contrat. Ils l'ont fait, ils lui ont envoyé. Emmanuel Chat m'a rappelé, m'a dit c'est quoi, toi t'es un malin. Et à partir de là, j'ai commencé. Donc en fait, cette petite histoire, c'est juste pour dire que au final, je ne savais pas que c'était quelque chose qui allait payer. Mais en gros, je suis allé au bout de mes envies. Et très rapidement, quand il m'a dit oui, là je me suis dit ah ouais, le gars il me fait confiance. Il ne sait pas d'où je sors. Et pourtant, il me fait confiance. Donc là, mon grand garçon, tu vas être courageux et tu vas aller au bout de ce que tu as vendu. Donc voilà, pendant un an, j'ai été ce petit standardiste. Pour reprendre une journaliste qui avait écrit un petit, à l'intérieur de l'émission, qui avait écrit un petit truc sur moi, qui disait Sidney, c'est cette petite voix méliflue qui vous accueille. Et je me souviens, je peux vous faire la petite phrase, c'était Info et compagnie, bonjour. Et voilà, j'avais ma petite voix de Toulousain avec mon accent du Sud. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai une chance incroyable. Parce qu'à ce poste-là, en fait, tu es comme une tour de contrôle. C'est-à-dire que tout passe par toi. Tu vois exactement comment les gens se parlent, avec qui il faut parler, qui il faut appeler, comment les sujets se montent. Et donc pendant un an, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une formation accélérée. À partir de là, je me suis dit, bon, au final, c'est comme si j'avais gagné au loto. Quand je vois ma vie que j'avais à Toulouse, je me suis dit, c'est quand même exceptionnel de pouvoir être là où je suis. Mais comme moi, j'aime bien les défis. C'est-à-dire que moi, pour me sentir vivant, j'ai besoin d'avoir des objectifs. Et je me suis dit, bon, mais c'est super, tu as fait ça. Tu vas faire ça toute ta vie? Oui, ça pourrait me plaire. Sauf que tout d'un coup, j'ai vu des opportunités. Moi, je me dis toujours que si on m'ouvre le poulailler, je ne rentre pas pour bouffer les poules. Je viens, je les élève, je leur fais pondre des œufs, je les vends au marché et en plus, je deviens le fermier. Donc là, tout d'un coup, on m'a ouvert la porte, on m'a donné la possibilité de me former. Et je me suis dit, parce que je ne peux pas faire que de l'esbrouf et juste tchatcher et accueillir les gens, il faut à un moment donné que je sois compétent dans ce que je fais. Et là, je me suis interrogé sur moi-même. Et c'est ce que moi je vais appeler le courage, c'est oser se remettre en question. Oser se dire, bien au final je ne sais pas. Mais comment faire en sorte de savoir? Eh bien je vais tout simplement devenir une éponge et me mettre à côté de ceux qui savent. Donc très rapidement j'ai rencontré d'autres personnes. Je peux citer Dominique Delport qui était le producteur exécutif à l'époque de l'émission d'Emmanuel Chat, qui immédiatement lui m'a pris à part. Il m'a dit, tu sais quoi Sidney, je suis persuadé que tu peux faire quelque chose ici dans ce domaine. Donc moi, j'ai envie qu'on se retrouve un petit peu plus tard et qu'après on se boive une bière tous les deux et qu'on se dise « Ah là là, t'as vu le chemin parcouru ?» Sauf que, très honnêtement, pour moi, il est en train de me dire que je suis courageux parce que j'ai juste envie de vendre du rêve, parce que j'ai envie de faire des films et que j'ai envie de faire en sorte que tout le monde les voit et que tout le monde se divertisse en les regardant. Très honnêtement, j'appelle pas ça du courage. J'appelle ça, je sais pas moi, de la passion, de l'envie, du plaisir, l'envie de partager. Et de fil en aiguille, j'ai eu de belles rencontres, beaucoup de chance. Mais j'ai su les saisir, ces chances. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Jean-Pierre Ducéo. Jean-Pierre Ducéo, c'était il y a encore moins d'un an, mon associé chez VAB. Et j'ai produit ma première série pour M6. C'était Valérie Damido qui jouait une CPE dans un lycée. Cette production, elle m'est un peu tombée dans les bras. Jean-Pierre Ducéo, c'est un producteur extrêmement identifié. Donc M6 l'appelle en lui disant voilà, on veut faire quelque chose avec Valérie Damido. Et comme il s'avère que bizarrement ma jeunesse et ma couleur de peau sont un gage de modernité pour certains, Valérie Damido, elle a dessus vu Sidney, elle a dit ah bon mon grand garçon, on va discuter toi et moi. Bon, ça a matché. Et là, on a eu une idée, c'était de revisiter Pause Café, version Valérie Damido. Ça a immédiatement fonctionné, ça a été ma première production, je devais avoir 25 ans. Donc de mon premier poste de standardiste à cette première expérience de production, il s'est passé 5 ans, mais 5 ans formidables, où il n'y avait pas besoin de courage, il y avait juste à prendre du plaisir. Par contre, il y avait beaucoup de gens qui croyaient en moi. Et là, il fallait que moi je réussisse à faire ce que pensaient que j'étais capable de faire. Et puis quand je me suis mis à commencer à fabriquer, là je me suis dit, oh là là, autour de moi, il y a des gens courageux. Et je vais le faire poste par poste. Un scénariste qui ose mettre sur une page blanche une histoire. Une histoire qu'un producteur, un réalisateur, un diffuseur, un comédien va remettre en question. Il va oser lui dire, tu sais quoi, je ne l'aurais pas écrit comme ça. Aïe, 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 je ne l'aurais pas fait comme ça. Moi, c'est ça que j'appelle du courage. C'est oser se mettre à nu. Oser accepter que tout le monde te remette en question, alors qu'au fond, toi, tu as tes convictions, tu penses, normalement, tu es quand même le professionnel, tu es celui qui est capable d'écrire, et pourtant, tu vas accepter les remarques des autres, tu vas accepter de t'adapter.
Parce qu'au final, moi, je pars du principe que c'est comme dans la vie. On ne peut jamais faire les choses tout seul. C'est-à-dire que toute aventure humaine, toute aventure artistique, en général, c'est une aventure collaborative. Donc il faut être courageux pour accepter les remarques des autres et accepter aussi les envies des autres. Ça a été formidable parce que le premier opus, ça a été un joli succès. Donc ça s'appelait Victor Bono. Et là, c'est à partir de là que le courage a commencé, parce que c'est quand tu réussis et quand tu sais à quel point c'est dur, quand tu t'y remets, là tu te dis t'es courageux. Parce que quand tu vois les difficultés, toutes les possibilités pour que ça ne se fasse pas, quand tout d'un coup tu as été confronté à la fabrication d'un film, là tu te dis pourquoi j'y retourne? Mais parce qu'en fait j'ai pris du plaisir. Donc au final, la présentation un peu de cette petite intervention, de dire du courage, c'est pas vraiment du courage. C'est presque de la folie. C'est presque de la folie parce que la fabrication, je pourrais même faire un parallèle avec un accouchement. En général, je vais vous parler par exemple de ma femme. J'ai 2 enfants, j'adore parler de ma famille. En plus, je suis sur scène pour parler de moi, donc je peux me permettre. Je me souviendrai toujours, ça a été pour elle atroce. Mais atroce. Le bébé sort, je l'ai dans les bras, elle prend dans les bras, et là elle me dit « Non, au final, c'était pas si dur que ça. » Je dis « Pardon ? Tu veux que je te montre le film que j'ai fait pendant que tu as couché ou pas ?» Donc la réalité, c'est que quand on le fait, on ne le sait pas. Quand on l'a fait, là on se dit « Waouh !» Ah ouais, quand même. Donc, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, et c'est pour ça que je suis content là aujourd'hui d'être sur scène, c'est juste de se dire, faut pas se poser de questions. Parce que dès qu'on se dit, oh là là, faut être courageux pour le faire, t'inquiète, ça va bien se passer, allez, courage. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à stresser et à plus faire les choses comme on le ressent. Moi, je pense qu'il faut juste se dire, voilà, moi, j'ai un objectif. Cet objectif, c'est de faire quelque chose qui va plaire à tout le monde. Cet objectif, c'est de répondre à la demande qu'on m'a fait, que mon client, que mon diffuseur m'a demandé. Mon objectif, c'est de respecter les talents qui m'ont accompagné, qui m'ont fait confiance et qui se lancent dans cette aventure complètement folle. Et là, c'est être courageux. C'est être courageux pour ne pas trembler, pour ne pas changer de route, pour ne pas changer de cap. Au final, ma vie personnelle fait que les vraies difficultés, je les ai connues. Du moins, ma mère les a connues, parce que moi, j'ai fait que suivre. Donc, je trouve qu'on oublie parfois de se dire, mais quelle chance on a. Mais quelle chance on a. On est payé pour rêver et faire rêver. C'est juste incroyable. Donc moi, aujourd'hui, je pense que la suite des aventures, c'est d'accepter de faire un petit peu marche arrière et de se dire c'était super Sydney. Derrière Victor Bono, tu as fait un joli coup de bluff. Tu es allé chercher ce charmant jeune homme qui s'appelle Harlan Coben, sans parler un mot d'anglais. Tu t'es dit allez, je vais faire du par cœur, je vais faire en sorte de réussir au moins à avoir une conversation. Et puis ça s'est passé. Et là le type il te regarde, il te dit tu sais quoi Sydney ? Moi tout ce que je fais, ça se transforme en or. Donc tu repars en France. Et moi, je veux pas juste que tu me fasses une série, je veux que ce soit un énorme succès. Je veux que ce soit la série. Puis là, tout d'un coup, tu te rends compte que ta chemise, elle est mouillée parce que tu es en train de transpirer tellement il te met en stress. Et là, tu te dis, mon garçon, sois courageux et fais-le. Va au bout de tes envies et va au bout de ton bluff. Ça s'est bien passé. Super. Ça a été un événement parce que c'était une première. Mais après, il a fallu en faire un deuxième. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand tu sais que tu as sauté dans l'eau et qu'elle est froide. Et là, tu te dis, putain, il va falloir que j'y ressaute. Pardon pour la vulgarité. Et là, tu te dis, il va falloir y sauter une deuxième fois. Eh bien, j'y suis allé avec plaisir. Parce que la satisfaction d'être sorti de ce bassin froid, et en plus, que tout le monde autour de toi te dise, you did it. Tu sais quoi ? Et en plus, il nous a fait passer un bon moment. Donc là, j'y ai ressauté avec grand plaisir. Et puis derrière, d'ailleurs, jeudi, n'hésitez pas à regarder la TF1, hein, il y a toujours la série à l'antenne. Et puis tout d'un coup, tu fabriques et tu te rends compte que c'est encore plus dur que la première fois. Tu te rends compte que c'est encore plus dur, pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le monde t'attend en tournant. Et même ton diffuseur, lui, c'est pas qu'il t'attend au tournant, c'est qu'il attend de toi quelque chose. La première fois, il attendait rien du tout. Cette fois-ci, il attend de toi quelque chose. Donc là, tu te dis, il va falloir se remettre en question. Il va falloir se remettre en question, mais est-ce que tu sais quelles sont les bonnes réponses ? Quelles sont les bonnes ? Non, je ne sais pas. Donc maintenant, c'est à mon tour de faire confiance.
Donc tu vas essayer d'aller chercher des gens avec qui tu vas t'entendre, tu vas t'entourer, et tu vas fabriquer. Tu fabriques, et puis tout le long de la fabrication, autour de toi, il y a des gens qui doutent. Il y a des gens qui te disent tu sais quoi, Sydney, ta bonne étoile, elle t'a accompagné depuis le début, mais arrête de croire à ta bonne étoile. Puis là, tu te vexes. Tu te dis non mais comment ça, ils pensent que c'est parce que j'ai une bonne étoile qu'aujourd'hui je fais les choses. Non, c'est parce que j'y crois. Mais pourtant, ça faut le garder à l'intérieur de soi et se dire voilà, moi aujourd'hui je suis le capitaine du navire. Moi je joue au rugby, je suis pas capitaine de mon équipe parce que sinon ça serait dur pour eux. Mais je sais que c'est grâce à eux que je marque des essais, moi je suis la gazelle. Donc je sais qu'aujourd'hui, grâce à mon équipe, peut-être qu'on va transformer l'essai. Ça a été diffusé il y a 2 jeudis, c'est diffusé, puis là les audiences tombent. Toi tu es satisfait de ce que tu as fabriqué. Puis les audiences te disent c'est bien, mais c'est moins bien que la dernière fois. Et là, tu te dis, ok, mais c'est pas grave, je suis satisfait, je suis fier pour mes équipes. Puis au fond de toi, tu as une boule dans le ventre. Parce que tu te dis quoi? Tu te dis forcément, il y a une comparaison. Tu te dis forcément, tes équipes, ils se disent, oh là là, j'aurais aimé faire comme la première fois. Et puis là, le courage, c'est de se dire, il va falloir que je trouve les bons mots. Les bons mots pour leur donner envie, juste, eh bien, d'être positif. Parce qu'il y a un moment donné, il y a une chose qu'on ne maîtrise pas. On maîtrise ce qu'on fabrique, mais on ne maîtrise pas l'appréciation de ce qu'on fabrique. Voilà. Donc, deuxième diffusion, et puis là, les audiences, elles baissent un peu. Mais on a la chance dans ce métier, soit de se faire torpiller, soit d'être entouré de gens bienveillants. Et moi, j'ai cette chance. C'est que je suis entouré de gens bienveillants. Et au final, j'en sors grandi de cette deuxième diffusion, attendez la troisième, j'en sors grandi parce que je me dis, tu sais quoi? Ça t'apprend aussi une chose. Ça t'apprend que rien n'est gagné d'avance. Le travail, on dit toujours, le travail paie. Mais il paie de quelle façon? Donc moi, toujours, quand je suis dans une situation comme celle-ci, je me dis, ok, soit je vois les choses de manière négative, soit je prends le positif de tout ça. Et là, j'analyse. Le positif, c'est quoi? C'est que pour la deuxième fois, Harlan Coben m'a fait confiance. C'est que pour la deuxième fois, TF1 m'a fait confiance. C'est que aujourd'hui, moi, j'ai un casting, une équipe technique, un réalisateur, une attachée de presse, qui sont fiers de ce qu'ils ont fait. Et bien là, moi, je me dis, je pense que j'ai fait le job. Par contre, avec eux, on analyse et on se dit, ok, mais qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fait le même impact que le premier opus? Toujours pas la réponse. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, ça me permet, moi, de prendre un peu de recul et de me dire, là, il va me falloir du courage. Il va me falloir du courage pour essayer de remonter à cheval. Quand je dis remonter à cheval, c'est moi, quoi qu'il arrive, des projets, j'en ferai tous les jours. Des projets, que ce soit des projets de vie ou des projets artistiques. Par contre, des projets comme celui-ci, je les ferai avec quand je vais dire, avec moins d'insouciance. Moins d'insouciance, ça veut dire tout simplement accepter aussi que d'autres personnes, c'est-à-dire que moi je suis un peu têtu comme garçon, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai une vision, une fois que j'ai un objectif, franchement on peut me mettre n'importe quoi en face. Moi, bon, j'ai pas de grosses épaules, mais je vous assure, je peux quand même casser pas mal de murs. Et aujourd'hui, je me suis dit peut-être qu'au lieu de casser les murs, il faut juste que tu les contournes. Voilà. Et pour les contourner, il faut qu'on t'indique par où passer. Et pour t'indiquer où passer, il faut que tu écoutes les autres. Et donc au final, le positif que je retiens de ce deuxième opus, c'est tu as la connaissance de ce charmant jeune homme, comme je l'appelais tout à l'heure, d'Harlan Coben, mais tu ne maîtrises pas le public. Pourquoi tu ne maîtrises pas le public? Parce que le public que tu avais il y a 2 ans, ce n'est pas le public que tu as aujourd'hui. Donc je remets en question la manière de faire. Pas la fabrication, mais la manière de faire. Parce que je grandis. Je grandis comme le public grandit. Et le public change. Et l'analyse en fait simple, pourquoi je parle de juste un regard? Parce que j'ai fait une analyse assez basique. C'est que Harlan Coben, son talent, c'est d'écrire des histoires qui te tiennent en haleine. C'est pour ça qu'on l'appelle le maître de nos nuits blanches. Et qui te retournent à la fin.
Sauf qu'aujourd'hui, le mode de consommation a changé. On a des téléspectateurs et des spectateurs qui ont l'habitude de faire du binge-watching. C'est-à-dire qui ne peuvent pas attendre 3 semaines pour avoir une réponse. Eh bien ça, je ne l'avais pas analysé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Harlan Coben qui te tient en suspense pendant 6 épisodes et qui te donne les réponses à la fin, je pense qu'honnêtement, ce n'est pas possible. Donc le positif dans tout ça, c'est de me dire, il va falloir que je sois courageux pour tout d'un coup aller voir Monsieur Coben et lui dire, tu sais tes livres là que tu vends à 80 millions d'exemplaires, ouais. Ah, il va falloir changer un peu. Pardon? Ben ouais, il va falloir changer parce qu'en fait, ça marche pour ça marchait il y a quelques temps quand on consommait pas la télévision de cette façon, mais aujourd'hui, il va falloir un peu évoluer. Donc là, moi, ce courage, je le puise de mes partenaires, de mes associés et de tous ceux qui m'ont passé des coups de fil le lendemain des audiences et qui m'ont dit « mais le job est fait, Sidney. Maintenant, il va falloir refaire ce que tu as réussi à faire avec une chance de trop. Donc il va falloir être courageux, voilà, accepter de dire que tout ne se transforme pas en or comme M. Harlan Coben, mais par contre, que parfois, ça prend un peu plus de temps. Voilà, et que la recette, maintenant tu la connais, pour fabriquer. Maintenant la recette du succès, ça, on ne sait pas. Voilà. Mais je vais citer juste une petite phrase de Mark Twain. Je l'ai cherché sur Internet avant de venir. De Mark Twain qui disait il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Ça, c'était moi. Sauf qu'aujourd'hui, je sais que c'est compliqué. Donc maintenant, il faut être plus courageux pour y aller quand même. Voilà. Et je pense que je l'ai ce courage. Je l'ai parce que je suis bien entouré. Je raconte juste une toute petite anecdote de ma dernière aventure. Je dois être à 2 semaines du tournage. Moi, j'étais associé à Jean-Pierre Ducéo et Jean-Luc Azoulay chez VAB. Et on va dire à 2 semaines du tournage, je me retrouve à avoir des difficultés avec ma comédienne principale, des difficultés avec mon réalisateur qui était engagé sur un autre film, des difficultés parce que, je ne sais pas si vous savez, mais un 6x52, ça se tourne en général en 10 jours l'épisode. J'avais sur mon plan de travail une centaine de jours. J'avais un dépassement pratiquement de 2 millions d'euros. Et là, tout le monde me disait qu'il ne fallait pas y aller. Et je me souviendrai toujours, j'étais à un café avec une amie dont je ne citerai pas le nom, qui s'appelle Alice Centro. Elle m'entendait au téléphone parler. Et puis là, je sais pas, Sidney est sortie de ce corps et j'ai eu un petit coup de mou. Et j'ai vu dans ses yeux, du genre, elle était un peu... putain, Sidney, il flanche, c'est pas possible. Et bien en fait, c'est elle qui m'a donné du courage. Juste le fait de voir que tout d'un coup, elle était elle-même un peu déçue de voir que j'étais capable de lâcher. Elle n'a rien dit, hein, juste en me regardant, et là je me suis dit, tu sais quoi, t'as pas le droit de lâcher. Parce que là, c'est elle qui te regarde comme ça. Mais imagine tes équipes si tu doutes. Comment tu veux qu'eux, ils aient confiance? Et voilà, et c'est un peu une façon de dire merci à ceux qui me font confiance, qui m'a conduit aujourd'hui à monter sur scène et d'avoir le courage de me mettre en face de vous et de faire un one-man show avec mon super casque et tout. Voilà. Donc au final, on aurait presque pu dire la confiance en ligne de conduite. Parce que c'est... moi aujourd'hui, si je prends du plaisir à faire ce métier, à monter sur scène, c'est parce que j'adore quand on me tape sur l'épaule, qu'on me dit putain, c'est cool Sidney, c'est bien. Et tous ces gens-là, en fait, c'est juste qu'ils ont confiance en toi parce que pour certains, ils se disent mais tu sais quoi, si toi tu l'as fait, moi je peux le faire. Ou ça fait du bien parce que tu lâches pas. Et bien au final, moi c'est ça mon fuel, c'est ça mon énergie, c'est ça, c'est ce qui me nourrit. Et j'espère que vous allez continuer à me nourrir et que quand je vais sortir de scène, vous allez dire putain c'était cool Sidney, tu nous as, voilà. Et ça me donne la patate. Donc je sais pas s'il y en a qui vivent des difficultés, je sais pas s'il y en a qui trouvent que notre métier est difficile, mais juste souvenez-vous d'une chose, c'est génial. C'est juste génial. Je sais pas, regardez un peu autour de vous, regardez autour de nous. La vie, elle est faite de difficultés. Mais ces difficultés-là, on peut les mettre de côté et décider de voir juste les bonnes choses. Eh bien, vivez-le comme ça, mettez-le dans vos films, dans vos productions, dans votre passion, et puis normalement, ça paiera. Ça paiera pas en audience, ça paiera pas en argent, mais en satisfaction. Et je pense que la satisfaction, c'est ce qui nous pousse à avancer. Pardon. Voilà.
Donc voilà pour le garçon qui est en face de vous. Je ne sais pas si certains ont des questions, je parle hyper vite, je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais ma one vision à moi, c'est la confiance. Le courage, c'est à travers les yeux des autres. Voilà. Allez, posez des questions, ça va m'aider un peu. Personne n'a des questions? Par contre, j'ai pas dit applaudissez, j'ai dit poser des questions. Je peux prendre quelqu'un au hasard, hein, et il est obligé à poser une question. Je sais pas pourquoi je sens que Serge Chiriski, il a une question à poser. Non, mon analyse, c'est que c'est le style de série que je fais. C'est vraiment que moi, je pose un mystère 3 semaines avant, et à un moment donné, tu as besoin d'avoir des informations pour que tu puisses avancer avec ton héroïne. Et le problème, c'est que si la satisfaction, elle n'est qu'à la fin, eh bien, tu décroches. Parce que tu te dis, mais est-ce que quelqu'un pourrait juste me raconter la fin pour savoir si je regarde la suite? Et c'est plus une remise en question de mon choix d'histoire à mettre à l'antenne que une analyse que j'applique à toutes les fictions. C'est vraiment spécifique, je pense, à la manière d'écrire d'Harlan Coben. Voilà. Et jeune demoiselle. Ma question, c'était de savoir si, si les audiences qui étaient moins bonnes que votre précédente production, c'était juste en prime time direct à la télé, ou si ça prenait en compte la catch-up et la SVOD, parce que est-ce que ce qui n'a pas changé non plus par rapport à votre précédente production, puisque vous dites que le public change, c'est que maintenant, s'il n'a pas envie d'attendre les 6 semaines pour savoir que c'est Caroline qui a tué... Donc, non, dites pas. Ah, pardon. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas ça non plus aussi? C'est qu'on regarde depuis 2-3 ans, j'ai l'impression que nos modes de consommation changent, et que moi, effectivement, quand je trouve qu'une série est bien, je la paye, voilà, pour regarder tout d'un coup. Alors, pour répondre à la première partie de la question, la VOD Premium n'est pas pris en compte dans les audiences, mais ensuite la catch-up est pris la semaine d'après. Sauf que moi, je reçois mon coup de fil le vendredi, le lendemain. Exactement. Donc, une semaine après... Pardon ? Oui, mais parce que moi, j'aime bien porter la silice, mettre des coups de fouet. Non, mais le lendemain des audiences... Il faut savoir que l'audience, elle est quand même bonne. Après, c'est la comparaison. C'est que d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont. C'est que si on compare les deux programmes, il y a un produit d'appel qui est moins événementiel, il y a tout simplement moins de public devant la télé, et il y a surtout comme je disais tout à l'heure au niveau des histoires, il y a surtout une attente qui n'est plus la même. Une impatience. Vous l'avez dit vous-même, vous avez acheté un VOD Premium. C'est quelque chose qu'avant on ne pouvait pas faire. Avant, on devait attendre, et c'était quelque chose qui était inscrit dans notre façon de consommer. Aujourd'hui, on a la possibilité de télécharger, d'acheter, de voir une saison complète. Je pense que c'est une bonne idée de le mettre en VOD Premium, mais je ne suis pas sûr que ça impacte réellement l'audience. Voilà. Par contre, je pense que ça impacte le replay. Maintenant, une semaine après la première audience, le replay m'a montré que le programme était quand même désiré, parce que une semaine plus tard, les audiences ont pris une autre dimension. Donc il y a un désir sur le programme, mais il y a un agacement de l'attente. Voilà. Et allez, une troisième, jamais 203. Une troisième question. Attention, je vais prendre quelqu'un au hasard. Philippe Niang. Wouhou.
Oui, moi j'ai vu le premier épisode. Ah mais, non mais c'est bon, on arrête. Non, mais voilà, je vais dire pourquoi. Et j'avais vu aussi le précédent. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'analyse quant au fait que le système Cobain, dès le début, on va passer le premier épisode à mettre en place un dispositif et qui souvent se fait au détriment de l'incarnation des personnages. C'est comme si un architecte présentait le plan de la maison alors qu'on aimerait avoir les échantillons de moquettes et de volets. Alors Arlan, tu pourrais écouter. Ça, j'en prends la responsabilité. Moi, je suis une midinette. Et ce que je me raconte, et c'est ce que j'ai fait aussi sur Une chance de trop, donc ça, j'en suis le responsable, c'est que je pars du principe que comme on va faire exploser une famille, j'ai besoin qu'on aime cette famille avant de la faire exploser. Si vous prenez les deux romans que j'ai adaptés, Une chance de trop ou Juste un regard, ils ne démarrent pas comme ça dans le roman. Dans le roman, ça démarre systématiquement sur les chapeaux de roue. Mais ça ne démarre pas avec le personnage principal, et ensuite tu comprends que c'est en lien avec le personnage principal. Moi, mon désir, systématiquement, c'est de faire en sorte qu'on connaisse cette famille avant que le drame arrive. Et donc ça, c'est pas l'écriture d'Arlan, c'est vraiment un choix du producteur. Et je pense que j'ai pu le faire sur le premier opus, parce que c'était un événement et que les gens, ils étaient en attente de découvrir ce qu'on leur proposait. Donc ils ont accepté cette installation. Je pense que sur le deuxième opus, j'aurais dû commencer plus fort, parce que là, il y a moins de découvertes. C'est plus quelque chose d'inédit. Là, il fallait que je les attrape dès les premières secondes et qu'ensuite je les lâche pas. Et le problème, c'est que c'est exactement ce que vous avez dit, c'est que sur le premier épisode, on me montre ce qu'on va construire. Donc on me montre les plans et on me dit non mais vas-y construis-le ton truc, arrête de montrer les plans, vas-y moi j'ai envie de voir la construction de la maison. Et ça je pense que c'est une erreur de ma part et non pas de Monsieur Cobain. Parce que dans Seconde Chance, donc d'emblée on était lié à l'enlèvement et donc on était dans la tension d'une mère et effectivement le dispositif il était là, voilà on était déjà sur orbite alors que j'ai eu l'impression que dans le second il y a effectivement cette... à vouloir peut-être présenter, on est davantage, encore une fois, dans la mise en place d'un dispositif. Et moi, ça va présenter la famille, oui, mais je veux dire, avec en plus ce flashback. Donc voilà, j'étais un petit peu... Non, mais c'est très juste. Et même d'ailleurs, ce flashback, c'est peut-être aussi parce que je me suis rendu compte qu'on était trop dans l'installation. Et donc, j'ai tenté de rajouter cette petite tension du point de départ, en faisant un fameux flash-forward, en annonçant plutôt ce qui allait se passer, de manière à maintenir le téléspectateur en attente de cet événement. Pour revenir sur Une chance de trop, moi je suis content parce que ça veut dire que le job a été fait, c'est que tout le monde pense qu'on commence directement par l'enlèvement. Sauf que la réalité, si vous en souvenez bien, c'est qu'on commence par son mariage, on commence par une discussion, on commence par elle qu'on retrouve à l'hôpital, arrivée à l'hôpital, au bout de 20 minutes, on lui annonce que ça fait 2 semaines qu'elle est dans le coma et que son enfant est enlevé. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a 20 minutes d'installation, mais comme le moment où on lui fait une annonce, si je fais une comparaison avec le coup de fil de l'hôtelier qui lui dit qu'il y a vos enfants et pas votre mari, c'est moins organique, c'est moins fort. C'est-à-dire que, oui, peut-être que le mari, il est parti faire autre chose, alors que là, quand on te dit on t'a tiré dessus, qu'il n'y avait pas ton enfant, que ton mari était mort à côté de toi, et que ça fait pas juste 24 heures que tu es là en train de dormir, ça fait 2 semaines. Donc dans ta tête, tu te dis, en fait, c'est fini. Impossible qu'un nouveau-né de 6 mois se retrouve entre les mains d'un ravisseur pendant 2 semaines. Donc, rien que déjà là, la promesse, elle est plus forte. Donc, c'est là-dessus où moi, j'aurais dû travailler et que je n'avais pas identifié. C'est pour ça que je dis que c'est une bonne chose d'avoir ce genre d'expérience, parce qu'au moins, là, vous pouvez être sûr que je le retiendrai. Please. La manière de gérer le rapport dans quelle mesure tu respectes la vision de l'auteur tout en apportant la tienne, comment tu as pu gérer ça avec un monsieur comme Arlan? On en revient au mot qui guide un peu ma façon de vivre, c'est la confiance. Je sais que j'ai la confiance d'Arlan Cobain. Par contre, quand j'essaye de le faire changer de cap ou modifier un peu son écriture, j'ai intérêt à être préparé. Je sais que je peux le convaincre à condition d'avoir des arguments. Mais même si je convainc Arlan Cobain, au moment où je tente de convaincre Arlan Cobain, j'en ai pas parlé à mes auteurs ou à mon diffuseur. Donc ça veut dire que moi j'ai 3 paramètres à prendre en compte. C'est, je t'ai convaincu, je vais le présenter à mes auteurs. Ah ouais, moi je suis pas sûr. Oh merde,
Ah bon, ok. Puis je vais le présenter à la chaîne. Ah ouais, mais nous, on n'aime pas. Oh putain. Donc là, il faut retourner voir Harlan Coben. La vraie difficulté, c'est ça, c'est d'avoir autant de personnes à convaincre. Maintenant, j'ai vraiment un partenaire. Harlan, c'est vraiment un partenaire qui croit en moi. Donc je sais que je peux tout lui vendre, à condition que ce soit juste. Après, la seule chose qu'il a du mal à comprendre, c'est la consommation du téléspectateur. C'est qu'il applique les codes d'un roman à la série. Et ça, c'est difficile à comprendre pour lui. C'était, parce que c'est pareil, cette expérience a été extrêmement bénéfique, dans le sens où il se passe des choses qu'on avait prévues. C'est-à-dire que ce qu'on dit, et ce qu'a dit très justement Philippe Niang sur le point de départ, c'est bien sûr quelque chose sur lequel on a débattu. On a fait un choix, et aujourd'hui, on a le résultat de ce choix. Et donc normalement, si on est suffisamment ouvert, on se rappelle de cette conversation, et donc ça veut dire que pour les prochaines collaborations, on n'aura plus à débattre. Ça sera plus simple. Pardon. Entre le fait d'avoir fait ce choix-là et le résultat de l'audience. Comment vous pouvez dire, en fait, c'est parce que le premier épisode, j'ai mis 10 minutes de trop à faire d'une installation, on les voit prendre le petit-déj. Moi, par exemple, ça m'a beaucoup plu et j'ai trouvé que ça partait très vite. Voilà. D'accord. Bon, comment vous pouvez dire, c'est à cause de ça que j'ai perdu X points d'audience? La réalité, c'est que... Effectivement, comment je peux dire ça, j'en sais rien. Mais comme personne ne le sait, c'est moi qui vais remettre le couvert, donc je dois me faire ma propre analyse. Donc peut-être que j'essaie de me convaincre, mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que ça a moins bien fonctionné. Donc en gros, j'essaye moi, avec ma petite vision, de me dire, selon toi, Sidney, qu'est-ce qui fait que ça a mal fonctionné? Donc c'est propre à moi et c'est sûrement pas une réponse absolue. Voilà. Monsieur Écart. Bonjour. Rebonjour. Alors moi j'ai une question, je voulais savoir comment tu choisissais tes réalisateurs et tes auteurs, si c'était pareil, c'était comme à l'envie, comme avec Harlan Coben, tu repères un tel et puis tu vas les chercher, pareil pour le casting, ou si tu vas à la passion comme ça, ou quelle est ta méthode? Alors là pour le coup c'est très réfléchi. Je vais d'abord parler du réalisateur. Moi mes réflexions elles sont souvent comparatives. J'ai pas beaucoup d'expérience dans ce milieu, donc la seule façon de faire pour moi, c'est d'évoluer à chaque fois que je fais quelque chose, et donc de comparer avec ce que j'ai déjà fait. Sur Une chance de trop, j'étais extrêmement satisfait de la réalisation, j'étais extrêmement satisfait de la mise en scène, mais pour moi, on pouvait monter un cran au niveau de l'image. Et donc je me suis dit, il faut absolument que je trouve un réalisateur qui est un amoureux de l'image. Donc je suis allé chercher Ludovic Colbeau-Justin, parce que je savais que c'était un chef opérateur avant tout, et qu'il avait en plus cette expérience de réalisateur, et je savais qu'il allait qu'il allait sublimer mes comédiens. Donc sur le réalisateur, ça a été vraiment un choix précis, parce que je voulais une image un peu, pardonnez-moi pour mon anglais, je vais répéter ce que dit Harlan Coben, more agey, bon, un truc comme ça. Voilà. Sur les scénaristes, moi j'adore me renouveler, donc je sais que j'avais une base de scénaristes que j'avais envie de reprendre, déjà ne serait-ce que mon head writer, à savoir Patrick Renaud. Patrick Renaud, c'est un auteur qui est venu compléter mon équipe de scénaristes sur Une chance de trop, au moment où c'est ce que j'appelle les 10%. Vous savez, vous êtes à 90% du projet, et puis à 90%, il y a 1 million de difficultés, et il suffit juste de passer à 91% pour que le projet se fasse. Et sauf qu'à 90%, moi j'ai tout le monde qui m'a lâché, dans le sens où j'ai décidé de changer de sexe du personnage. Et là, tous mes scénaristes ont dit « Sidney, t'es un malade, on tourne dans un mois, c'est impossible ». Et il y a Patrick Renaud qui est arrivé, qui a dit « Moi, je pense que c'est faisable ». Et avec Émilie Clamart-Marceau, ils ont repris les scénarios. Donc là, on s'en est sorti. Moi, sur le prochain, tu seras mon head writer. Donc déjà, ça, c'était plus de la passion, de la confiance, et surtout une affaire qui marche. Ça, c'est pour mon head writer. Ensuite, l'équipe d'en dessous, si tu embauches un head writer, c'est
c'est à lui de constituer son équipe. C'est à lui de se sentir bien avec son équipe. Donc moi, je n'ai qu'un droit de veto. Très rapidement, dans l'équipe, il a identifié des gens avec qui il voulait retravailler dans la première équipe. Donc on a conservé, on va dire, pratiquement 50% des scénaristes. Sur les autres scénaristes, on s'est dit, OK, bon, on a des experts en structure, on a le cérébral, on a... il va nous manquer cette petite touche d'humour. Il va nous manquer... l'expert TF1. Donc c'est vraiment une sorte de puzzle où je me dis c'est impossible qu'une personne ait tout. Donc je vais identifier ce qui nous manque. Donc je vais aller chercher des scénaristes qui vont combler les manques. Mais parfois ils ne sont pas disponibles. Donc quand ils ne sont pas disponibles, eh bien, je vais aller chercher des garçons qui sont un peu comme moi et qui ont peur de rien et qui ont du courage. Et qui vont se jeter dans l'eau sans savoir si elle est froide ou chaude. Eh bien, ce sera le mot de la fin, parce que j'ai vu un panneau « end » depuis tout à l'heure. Et je vous dis merci d'avoir posé ces questions et d'avoir été autant à l'écoute. Merci beaucoup. J'avais promis de faire des claquettes sur scène. Non, je rigole. Merci beaucoup et au plaisir. Allô.